Bonjour à tous. Donc nous, on est ici pour vous faire un retour d'expérience sur plusieurs projets, alors EasySpace entre autres, mais aussi un autre projet, et notamment donc, comment on utilise les données du spatial pour accroître la résilience des infrastructures et des territoires, notamment au changement climatique. Donc vite fait, pour reprendre un petit peu la présentation, donc on va vous présenter un outil qu'on a développé qui s'appelle donc le DPR, et puis on en dira quelques mots après, et puis donc le projet ResilSpace, qui est un projet qui vise à anticiper les impacts du changement climatique sur les réseaux de transport et de logistique. Ça je passe rapidement. Donc rapidement pour vous présenter Resalience. Resalience est un bureau d'études et d'ingénierie dédié à l'adaptation des territoires et des infrastructures au changement climatique. Et on s'appuie notamment sur trois, on va dire, structures phares, qui est à la fois le consulting, la modélisation et la coordination de projets. Et donc, on s'appuie notamment sur toute une série de données satellitaires, notamment pour caractériser et modéliser les aléas climatiques afin donc, de prévoir les impacts et les conséquences de ces aléas, d'en sortir donc des cartographies, des catégories de risques, et puis d'adapter des mesures en vue d'une mitigation la plus raisonnable possible. On s'appuie notamment pour ça sur un réseau de partenaires, à la fois sur un réseau de partenaires sur les infrastructures, et puis sur du coup les données climatiques ici qui nous intéressent. Et donc rapidement, aujourd'hui, depuis 2019, donc date de création de l'entreprise, 70 projets ont été réalisés dans 50 pays à travers le monde. Et donc on s'adresse sur toute une série de clients qui sont à la fois des collectivités territoriales, par exemple, ou encore des opérateurs de réseau ou des opérateurs de construction et d'industrie. Hop, ça je passe rapidement, et donc là je vais laisser Didier présenter. Bonjour à toutes et tous, moi je suis Didier Soto, je suis chef de projet chez Resalience, et avant de vous parler du projet SN ResilSpace plus en détail, l'intérêt aussi était de pouvoir vous présenter cette solution innovante qui est le diagnostic de performance résilience dont vous a parlé Lucille, qui vise aujourd'hui à proposer donc à des collectivités, à des entreprises, à des bailleurs institutionnels, des gestionnaires de réseau, une solution pour évaluer et suivre la résilience des infrastructures, des territoires et leurs interrelations. Le premier cas d'usage du développement du DPR est venu avec un besoin formulé par la CDC Habitat, qui gère aujourd'hui près de 500 000 logements en France métropolitaine et ultramarine, et qui voulait avoir l'équivalent du diagnostic de performance énergétique, mais appliqué à la résilience, et qui permettrait de calculer une notation selon un degré de risque encouru par des bâtiments et des infrastructures à toutes les étapes de leur cycle de vie, et de pouvoir en fait évaluer la perspective de résilience par des investissements ciblés, par des analyses coûts-bénéfices, et par finalement une évaluation de la performance de ces investissements. Donc là, on va vous montrer une vidéo, mais je vais juste aller voilà, à 45 secondes, ça serait parfait. C'est ce que je viens de dire en 45 secondes. Voilà. Donc en fait, la solution diagnostic de performance résilience s'appuie sur des plateformes de visualisation de l'information qui valorisent les données du spatial. Ça se présente sous la forme d'un SIG, comme on en a parlé dans la deuxième table ronde ce matin. Ici à l'écran, vous voyez en trame de fond les données d'exposition à l'inondation selon le scénario RCP 8.5, et les points que vous voyez avec ce dégradé de couleur du vert au rouge, c'est un score de vulnérabilité des bâtiments à différents aléas climatiques, soit un aléa comme l'inondation, soit un cumul d'aléas, comme on peut le voir ici, sur à peu près une quinzaine d'aléas climatiques différents. On peut avoir donc des scores de criticité, la part de chaque aléa, et derrière, ça appuie en fait le développement de tableurs analytiques, de dashboards qui permettent en fait d'évaluer, de donner des notations sur l'impact
des aléas climatiques sur les bâtiments selon leur composition, selon leur exposition, et on cumule cette information-là via des algorithmes spécifiques qui peuvent être validés par des visites de terrain pour constater les désordres actuels et anticiper les désordres futurs. Alors, je vais passer la partie suivante. Bon, visiblement, je ne veux pas. Ouais, je veux bien, oui. Parfait. Bon. Je vais laisser la parole à Lucille, du coup. On a vu à l'échelle de la France, mais on est aussi à l'international, comme vous avez pu le voir sur les slides de présentation de projet. Ici, c'est un cas d'étude notamment sur le Grand Ouagadougou, où on a pu valoriser des données du spatial et en sortir des indicateurs afin de donner des solutions d'adaptation fondées sur des solutions basées sur la nature. On a pu évaluer différents indicateurs comme le NDVI, qui est l'indicateur de végétation, comme le NDMI qui nous permet de voir la quantité d'eau contenue dans le sol, la température de surface aussi, et puis également la modélisation de la température de l'air qu'on a pu faire du coup dans un premier temps à distance et contrôlée par des mesures terrain par la suite. Donc là où la modélisation de la température de l'air était à une échelle de 30 mètres. On a également pu sortir l'UTAVI, qui est un indice qui nous permet de constater la qualité écologique du territoire et qui, derrière, nous a permis notamment de fournir un certain nombre de solutions basées sur la nature et de scores de note globale. Et là, est-ce que vous pouvez lancer la vidéo, s'il vous plaît? Elle doit se lancer, pas mal. Donc là, l'idée était, le troisième cas d'usage, c'est donc sur l'île de la Dominique dans les Caraïbes, encore un autre contexte territorial, une île qui a été ravagée par 2 cyclones successifs en 2015 et 2018. Et le besoin était de pouvoir avoir sur une cartographie 3D une connaissance de l'exposition aux aléas climatiques passés. Donc là, on a utilisé les données du spatial pour caractériser par analyse rétrospective les différentes zones connues de survenue d'aléas. On a vu tout à l'heure les inondations, les glissements de terrain. Là, on a aussi développé des algorithmes spécifiques pour aller sur des approches multi-aléas. Et on couple ça avec des indicateurs de vulnérabilité pour obtenir un croisement d'informations qui vont indiquer à des investisseurs potentiels ou à des structures comme la Société financière internationale qui favorisent les investissements privés en faveur d'États, la vulnérabilité des infrastructures existantes, comme vous voyez ici avec le réseau électrique en rouge actuel et en construction avec les autres branches en couleur, ça vous indique déjà les différents éléments de vulnérabilité. Et derrière, l'idée, c'est toujours d'y attribuer aussi une information attributaire à travers des petits drapeaux qui vont, lorsqu'on clique une fois dessus, vous donner une information sur le projet d'investissement en cours pour améliorer la résilience d'une infrastructure, d'un territoire et analyser la conformité avec les grands objectifs de développement nationaux et internationaux. Et du coup, on peut passer à la suivante pour toujours gagner du temps et aller sur le projet Senresil Space, qui lui est aujourd'hui un projet qui vient de démarrer en janvier 2022, sur lequel, pour répondre à cet AMI, nous avons bénéficié du soutien de Booster Seine-Espace, que nous remercions ici pour la qualité de l'accompagnement qu'on a pu avoir pour répondre à cet AMI. Donc c'est un AMI, transition écologique et valorisation économique, que nous avons répondu en groupement avec une entreprise Prométhée, spécialisée dans la valorisation des données du spatial, l'acquisition et la fréquence. L'acquisition a une forte fréquence et une bonne résolution des données sur des territoires nationaux et internationaux. L'Université de Rouen et BKE, qui est une entreprise spécialisée dans la communication audiovisuelle. L'objectif de ce projet était de rayonner sur le périmètre CPIEF, qui est aujourd'hui un regroupement
interrégional avec la région Normandie et une partie de l'Île-de-France qui constitue aujourd'hui un des fers de lance du secteur de transport logistique autour de la vallée de la Seine, avec une ambition forte pour ce périmètre d'améliorer la performance, résilience notamment, de l'activité portuaire, de l'activité logistique, pour offrir finalement un haut niveau de service aux entreprises et accompagner le renouveau industriel. On sait qu'il y a le déploiement de nombreux secteurs industriels et l'aéronautique, la chimie, la pharmacie, l'énergie. On est sur vraiment un écosystème aujourd'hui qui est extrêmement attractif pour les entreprises. Et le souhait donc des financeurs qui sont les régions Normandie, Île-de-France et l'ADEME était de pouvoir arriver à caractériser la performance résilience des infrastructures de transport et des territoires au changement climatique. On connaît évidemment sur les territoires les impacts déjà existants, des inondations, des tempêtes, des effondrements de falaises. On a aussi des risques émergents qu'on pensait longtemps circonscrits au domaine méditerranéen, mais qui, selon les prévisions climatiques, toucheront aussi des territoires comme l'Île-de-France, ce qui est déjà arrivé avec des incendies en forêt de Fontainebleau. L'idée du projet Seine Résil Space qui a commencé, c'est de valoriser la donnée du spatial pour la coupler, donc notamment les données Copernicus, pour aussi la coupler avec les données de prévision climatique et proposer donc des indicateurs d'exposition à des aléas climatiques actuels et futurs. On a déjà réalisé une partie de l'exercice et on voit qu'on a, je ne sais pas si ça marche le petit, donc je vais le montrer directement, ce sera plus simple. On voit notamment sur la projection de l'indice météo qu'on est sur des régions Normandie, Île-de-France qui sont concernées par ce type d'aléas, sans que ce soit forcément l'aléa majoritaire à considérer. On est évidemment, comme dans beaucoup de zones, dans beaucoup de territoires concernés par le phénomène d'inondation, qui est le phénomène le plus fréquent et le plus coûteux en termes d'aléas climatiques. On est évidemment sur la vallée de Seine fortement concernée par ce type d'aléas. Et l'idée du projet, c'est d'arriver vers une évaluation fine de la vulnérabilité physique, fonctionnelle et organisationnelle des infrastructures et des territoires, et de déterminer les effets cascades du premier territoire logistique de France pour voir avec les acteurs de terrain comment développer des stratégies pour réduire ces vulnérabilités. Les données du spatial, elles sont utilisées en amont du projet. On est en train de définir les méthodes de travail avec nos différents partenaires. On est ici sur la volonté donc d'utiliser à la fois les données du spatial et les données climatiques prédictives pour alimenter un système de monitoring en temps presque réel, de coupler ces résultats-là avec un système d'alerte et de pouvoir, ça c'est pour avoir une approche plutôt réactive, et de pouvoir anticiper d'un point de vue proactif la modélisation des impacts du changement climatique et derrière de l'adosser à tout un volet d'analyse des coûts-bénéfices et des investissements nécessaires pour améliorer la résilience des infrastructures de transport, des infrastructures logistiques, en partenariat avec les principaux acteurs et d'offrir finalement de nombreux bénéfices, éco-bénéfices. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions, commentaires, remarques ? Bonjour, Gaëlle Schoner. J'aurais une question sur l'île Dominique. Vous avez montré la cartographie. Oui. Et vous dites, quand on voit qu'il y a un projet en cours, on va pouvoir qualifier en quoi il va permettre. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est autant je comprends bien la mesure de l'aléa et des risques du coup dans le temps avec le changement climatique. Le projet, lui, il doit être recontextualisé avec un ensemble de contextes qui sont, est-ce qu'il y a des mesures d'adaptation ? Est-ce qu'il est accompagné d'un ensemble de process visant à réduire la vulnérabilité du territoire de cette infrastructure ? Et là, vous n'avez, en tout cas, dans la manière de faire, on ne peut pas le voir, en fait. Alors, je n'ai pas eu le temps de développer finalement suffisamment en détail. L'idée, c'était d'en avoir un aperçu. En fait, on prend typiquement en compte ces aspects-là. Ce qu'il faut bien voir lorsqu'on parle d'un projet, c'est un projet, il y avait des projets existants, mais aussi des projets en cours
de financement et pour lequel finalement le degré de la résilience pourrait être un levier pour accélérer le financement. Donc on évalue finalement d'une part l'exposition à des aléas qui vont survenir et aussi la capacité du projet à réduire ou à amplifier cette vulnérabilité. Oui, mais le projet tout seul ne permet pas de faire cette qualification parce que, par exemple, si vous engagez des grands process de renaturation sur un périmètre assez large, à l'échelle du sous-bassin versant, etc., il peut être résilient. Si, par contre, ces démarches parallèles ou complémentaires ne sont pas engagées, il pourrait être moins résilient. Et moi, je ne crois pas que dans cette approche, on puisse voir ça. Alors, là, effectivement, à cette approche macro, l'idée était de mettre des drapeaux, finalement, pour dire, oui, telles mesures qui vont être développées dans le cadre de ce projet vont accroître la note. C'est bien une jauge qu'on fixe. D'autres sur lesquels on n'a pas une information non plus complète sur le projet. Parce que moi, là, je conduis 4 projets en résilience sur l'axe Seine, et le manque de données est criant. Et en fait, pour construire des projets vraiment résilients, et notamment logistiques, par exemple, on a dû faire des études complémentaires, mais vraiment à l'échelle locale, recontextualisées à l'échelle du sous-bassin versant, etc. Et du coup, la seule information spatiale, je pense que... Il y a la donnée du spatial qui est utilisée. Il y avait aussi tout un complément d'enquête de terrain qui sont venus appuyer le traitement de la donnée spatiale pour apporter finalement ce complément d'information. Il y a toute une matrice d'analyse multicritère. Parce qu'il y a les approches temporelles, les durées d'amortissement. Est-ce que c'est cartographié ? Complètement. Alors, c'est cartographié. Au moins, c'est indiqué dans la fiche projet. Et on a été sur 5 développements de projets avec le calcul d'un amortissement de l'investissement à court, moyen, long terme et le bénéfice en termes de résilience. Mais comme vous le dites, là, l'idée dans un premier temps, c'était déjà de se dire on veut développer des projets parce que 80% de l'île a été détruite lors du dernier cyclone. Donc déjà avoir une idée des projets et de leur pertinence et sur lequel surtout il y avait besoin aussi d'avoir des compléments de financement internationaux privés. Et ensuite, sur des projets plus spécifiques, on en a travaillé sur 5. Mais là aussi, pareil, c'est la question de la donnée. Mais oui, c'est cette démarche-là. Et là, c'était une approche macro pour déjà avoir une vision territoriale globale. Ok. Après, juste pour compléter, peut-être, la cartographie qu'on voit là, c'est la cartographie, entre guillemets, actuelle. C'est-à-dire à partir des projets qui sont déjà existants. Les projets futurs et l'impact des projets futurs, du coup, ils sont indiqués en parallèle dans un encadré qui nous indique potentiellement l'impact de ces projets futurs, mais leur impact visuellement et d'un point de vue cartographique n'a pas été réalisé sur cette étude-là, mais pourrait être réalisé par, du coup, cette première approche qu'on a fait sur les projets en cours. Est-ce qu'on a une autre question, intervention, remarque ? Oui. Une petite question, vous citez beaucoup l'utilisation de la donnée satellitaire. Quelle donnée satellitaire ? Alors, on utilise beaucoup des données Sentinelle, notamment, pour tout ce qui va être Sentinelle-2, pour tout ce qui va être indicateur, notamment NDVI, NDMI, ce genre de choses. Et après, donc, pour la température de surface, qui nous sert également du coup, à la modélisation de la température de l'air, par exemple. Du coup, on n'utilise pas les données MODIS parce que pour nous, ce n'est pas une résolution assez fine pour le moment. Donc, on va calculer la température de surface par les données Landsat 8 notamment. Voilà. Et après, donc, on s'appuie également sur toute la base Copernicus et on sélectionne, entre guillemets, les indicateurs souhaités sur l'ensemble des projets. Merci beaucoup. Merci à vous.